LE 6GDB, A, GD, AD. 13 jours de terreur mongole qui mirent fin à l'âge d'or islamique 1258. Les nuages noirs arrivent. L'ère de Bagdad, en cette année 1258 de l'ère chrétienne, était lourde d'une chaleur moite et d'une anxiété grandissante. La ville, jadis le cœur battant de la civilisation islamique, la perle de l'Orient, la cité de la paix, respirait encore la grandeur de son passé. Ses minarets s'élançaient, perçaient le ciel azur, ses bazars regorgeaient de soies chatoyantes et d'épices exotiques, et ses bibliothèques abritaient des trésors de savoir accumulés sur des siècles. Mais sous cette façade de splendeur, une ombre menaçante s'allongeait depuis l'Est, une ombre portée par les hordes mongoles, dont le nom seul suffisait à glacer le sang. Depuis des décennies, les récits des conquêtes mongoles parcouraient le monde musulman comme une traînée de poudre. Des villes entières rasées, des populations massacrées, des empires réduits en cendres. Genghis Khan, puis ses successeurs, avaient forgé un empire d'une ampleur inégalée. Et désormais, c'était au tour du petit-fils, Hulagu Khan, de diriger cette force destructrice vers l'ouest. Son objectif: éteindre la flamme du califat abbasside, le dernier vestige d'une puissance jadis incontestée. Dans les ruelles labyrinthiques de Bagdad, les murmures se faisaient de plus en plus insistants. Les marchands, d'ordinaire si affairés, échangeaient des regards inquiets. Les savants de la maison de la sagesse, penchés sur leurs parchemins, sentaient le poids de l'histoire peser sur leurs épaules. Le calife al-Mustasim, descendant direct du prophète, régnait depuis son palais somptueux, mais son autorité était affaiblie, son armée négligée, et sa cour divisée par des intrigues mesquines. Il vivait dans un déni confortable, persuadé que la gloire passée de Bagdad et son statut de capitale spirituelle de l'islam la protégeraient. Pourtant, les éclaireurs rapportaient des nouvelles de plus en plus alarmantes. Des colonnes de poussière s'élevaient à l'horizon, des villages lointains étaient réduits en cendres, et la rumeur d'une armée innombrable, menée par un chef impitoyable, se répandait comme une épidémie. Hulagu Khan, avec ses généraux aguerris comme Temujin, avançait inexorablement, laissant derrière lui un sillage de destruction. Il avait déjà anéanti les forteresses des assassins et se tournait maintenant vers la plus grande prise de toutes, Bagdad. La ville, avec ses murailles imposantes et sa position stratégique sur le Tigre, avait toujours semblé imprenable. Mais la confiance du calife était une illusion fragile, construite sur des siècles de paix relative et de prospérité. Les nuages noirs s'amoncelaient, non seulement à l'est, mais aussi dans les cœurs des habitants, qui commençaient à comprendre que leur destin était sur le point de basculer. Le temps de l'insouciance était révolu, le temps de la terreur approchait. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. L'ultimatum mongol arrive à Bagdad sous la forme d'une lettre scellée, portée par un émissaire au visage impassible. Le message de Hulagu Khan était clair, concis et brutal. Le calife al-Mustasim devait démanteler ses fortifications, combler ses fossés et se présenter en personne devant le grand Khan pour se soumettre. En échange, sa vie et celle de sa famille seraient épargnées, et Bagdad pourrait être épargnée de la destruction totale. Le refus signifierait l'anéantissement. Dans la salle du trône du palais califal, l'atmosphère était électrique. Le calife, un homme d'âge mûr, plus habitué au plaisir de la cour qu'aux rigueurs de la guerre, écoutait les arguments contradictoires de ses conseillers. Les vizirs Ibn al-Awkami, un homme rusé et ambitieux, prônait la négociation, voire la soumission. Arguant que la résistance était futile face à une telle puissance, ces paroles étaient empreintes d'une prudence qui, pour certains, ressemblait étrangement à de la lâcheté, voire à de la trahison. À l'opposé, Shams al-Din, le commandant des forces armées de Bagdad, un guerrier aguerri et loyal, exhortait le calife à la résistance. « Votre Majesté, déclara-t-il, sa voix résonna avec une conviction farouche. Bagdad est la capitale de l'islam, le siège du califat. Nous ne pouvons pas nous incliner devant des païens. Nos murailles sont solides, nos hommes courageux. Nous devons nous battre pour l'honneur de l'islam et la survie de notre peuple. » Al-Mustasim hésita-t-il, tiraillé entre la peur de l'anéantissement et la fierté de son lignage. Il se voyait comme le gardien d'une tradition millénaire, le successeur du prophète. Comment pouvait-il, lui, le calife, s'agenouiller devant un barbare venu des steppes? Sa cour, habituée aux flatteries et aux intrigues, ne lui offrait que peu de conseils sages.
Beaucoup craignaient pour leurs propres vies et leurs fortunes, et la voix de la raison était étouffée par celle de l'intérêt personnel. Finalement, le calife, dans un mélange d'arrogance et de déni, rejeta l'ultimatum. Il envoya une réponse méprisante à Hulagu, le menaçant de la colère divine s'il osait attaquer la cité de la paix. Il croyait que sa position spirituelle et la réputation de Bagdad suffiraient à intimider les Mongols. C'était une erreur fatale, une erreur qui allait sceller le destin de sa dynastie et de sa ville. L'émissaire mongol repartit, son visage toujours impassible, mais avec un message clair pour son khan. Bagdad avait choisi la guerre. Les dés étaient jetés. La dernière chance d'Ipaï s'était envolée, emportée par le vent du désert. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Les murailles de Bagdad, construites avec la sueur et le sang de générations, étaient une merveille d'ingénierie défensive. Épaisses, hautes, flanquées de tours massives et entourées de fossés profonds alimentés par le Tigre, elles avaient repoussé d'innombrables assaillants au cours des siècles. Elles étaient le symbole de la résilience de la ville, une promesse de sécurité pour ses habitants. Mais cette fois, l'ennemi était différent. Shams al-Din, le commandant, inspectait les défenses avec un œil critique. Il savait que les murs, aussi impressionnants soient-ils, n'étaient que de la pierre sans la volonté de ceux qui les défendaient. Il avait ordonné des réparations, le renforcement des points faibles, la préparation des catapultes et des balistes. Mais les ressources étaient limitées, et le temps encore plus. L'armée du calife, forte de seulement quelques milliers d'hommes, était une ombre de ce qu'elle avait été. Beaucoup de soldats avaient été démobilisés par le calife, persuadés qu'il n'y aurait pas de guerre. Dans les quartiers populaires, la peur se mêlait à une détermination farouche. Des hommes, des femmes, des enfants, tous participaient aux préparatifs. Des sacs de sable étaient empilés, des provisions stockées, des puits creusés. Les artisans forgeaient des armes, les femmes préparaient des bandages. Une solidarité inattendue unissait les habitants face à la menace commune. Mais cette solidarité était-elle suffisante pour contrer la machine de guerre mongole? Nasrin, la fille du calife, une jeune femme d'une intelligence vive et d'une beauté discrète, observait la frénésie depuis les fenêtres de son palais. Elle ne partageait pas l'optimisme aveugle de son père. Elle avait lu les récits des campagnes mongoles, elle avait entendu les témoignages des réfugiés. Elle savait que la bravoure seule ne suffirait pas. Son cœur était lourd d'une prescience funeste. Elle se demandait ce qu'il adviendrait des trésors de Bagdad, non pas l'or et les bijoux, mais les manuscrits inestimables de la maison de la sagesse, les connaissances accumulées par des générations de savants. Les Mongols, sous les commandements du Hulagu Khan, arrivèrent enfin. Une marée humaine et chevaline s'étendit à perte de vue devant les murs de Bagdad. Le bruit de leurs tambours résonnait comme le battement d'un cœur monstrueux, et leurs bannières flottaient, sombres présages, sous le soleil implacable. La ville, jadis si vibrante, se tut, retenant son souffle. Les murs, qui avaient toujours été un symbole de protection, semblaient soudainement fragiles face à cette force écrasante. Aimez cette vidéo si vous trouvez cette histoire fascinante. Le calife Al-Mustassim était un homme de contradiction. Pieux en apparence, il était en réalité plus préoccupé par les plaisirs de sa cour et les intrigues politiques que par la défense de son empire. Sa décision de rejeter l'ultimatum mongol n'était pas le fruit d'une stratégie militaire audacieuse, mais plutôt d'une combinaison d'orgueil, de déni et d'une foi aveugle en la protection divine. Il croyait sincèrement que Bagdad, en tant que siège du califat, était intouchable. Dans les jours qui suivirent l'arrivée des Mongols, la pression sur le calife devint insoutenable. Ses conseillers se disputaient, certains le suppliant de reconsidérer sa position, d'autres l'encourageant à tenir bon. Le vizir Ibn al-Alkami, dont l'influence grandissait, continuait de plaider pour une capitulation négociée, semant le doute et la discorde parmi les rangs. Il suggérait que la résistance ne ferait qu'aggraver le sort de la ville. Al-Mustassim, isolé dans son palais, passait ses journées à prier et à chercher des signes divins plutôt ou à organiser la défense. Il refusait de croire que la fin de son règne et de l'âge d'or islamique puisse être si proche. Il se souvenait des prophéties, des légendes de Bagdad, la ville éternelle. Comment pouvait-elle tomber? Pourtant, les rapports de Shams al-Din étaient de plus en plus sombres. Les Mongols avaient commencé à encercler la ville, à construire des engins de siège massifs, à détourner les eaux du Tigre pour affaiblir les défenses. La réalité de la guerre frappait à la porte,
Mais le calife restait enfermé dans son illusion. Il donna des ordres contradictoires, paralysant les efforts de défense et démoralisant ses troupes. Sa fille, Nasrin, tenta à plusieurs reprises de le raisonner, de lui faire voir la gravité de la situation. « Père, lui dit-elle un soir, les yeux emplis de larmes, les Mongols ne sont pas des hommes de foi. Ils ne respectent ni les prophéties, ni les lignées. Ils ne comprennent que la force. Nous devons nous préparer à la guerre, ou à la fuite. » Mais le calife, irrité par son pessimisme, la renvoya, la traitant de femme effrayée. La décision du calife, ou plutôt son absence de décision claire et efficace, fut le premier clou dans le cercueil de Bagdad. Son incapacité à agir, son aveuglement face à la menace, condamnèrent la ville avant même que le premier coup de bélier ne frappe les murs. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques épiques. Alors que le calife s'enfermait dans son déni, les Mongols, eux, agissaient avec une efficacité redoutable. Hulagu Khan, un stratège impitoyable, avait déployé son armée autour de Bagdad, formant un cercle de fer et de feu. Des milliers d'ingénieurs et d'esclaves travaillaient sans relâche pour construire des catapultes géantes, des trébuchets capables de lancer des rochers de plusieurs centaines de kilos, et des tours de siège qui menaçaient de dominer les murailles de la ville. Les généraux Temujin, un homme à la réputation sanguinaire, supervisait personnellement la construction des engins de siège sur le flanc est, là où les défenses semblaient les plus vulnérables. Ces hommes, des guerriers aguerris venus des steppes, étaient habitués au siège prolongé et au massacre. Leur discipline était sans faille, leur détermination inébranlable. À l'intérieur du Bagdad, les préparatifs étaient plus chaotiques. Shams al-Din faisait de son mieux avec les maigres ressources à sa disposition. Il mobilisait les milices citadines, entraînait les volontaires, et tentait de renforcer les points faibles des murailles. Mais le manque d'hommes expérimentés et d'équipements lourds était criant. Les soldats du calife, peu nombreux et mal entraînés, étaient démoralisés par l'indécision de leur chef. Nasrin, ne pouvant rester inactive, s'était jointe aux efforts de secours. Elle organisait la distribution de nourriture et d'eau, aidait à soigner les blessés et tentait de rassurer les femmes et les enfants terrifiés. Elle voyait la peur dans les yeux des gens, mais aussi une étincelle de résilience. Elle se lia d'amitié avec Rachid al-Deng, un jeune savant de la Maison de la Sagesse, qui, malgré le danger, s'efforçait de mettre en sécurité les manuscrits les plus précieux, les emballant dans des coffres et les cachant dans des cryptes souterraines. Il comprenait que les véritables trésors du Bagdad n'étaient pas l'or, mais le savoir. Les jours passaient, et la tension montait. Le bruit des marteaux mongols résonnait au-delà des murs, un rappel constant de l'imminence de l'attaque. Les habitants de Bagdad savaient que le temps était compté. Ils se préparaient à l'inévitable, chacun à sa manière, avec une prière sur les lèvres et une peur au ventre. La ville, jadis un havre de paix, se transformait en une forteresse assiégée, prête à affronter son destin. Dites, moi en commentaire, quel moment vous a le plus marqué. Le 13e jour de Rajab, de l'an 656 de l'Hégire, le silence qui avait pesé sur Bagdad fut brisé par un rugissement assourdissant. Les catapultes mongoles entrèrent en action, lançant des rochers massifs, des jarres de nafte enflammées et des flèches par milliers sur les murailles de la ville. Le siège avait commencé. Les premiers assauts furent d'une violence inouïe. Les Mongols, em vagues successives, tentaient de prendre d'assaut les portes et de grimper aux murs à l'aide d'échelles. Les défenseurs de Bagdad, menés par Shams al-Din, se battirent avec un courage désespéré. Les archers décochaient leurs flèches, les soldats lançaient des pierres et de l'huile bouillante sur les assaillants. Les sangs coulaient à flots sur les remparts, et l'air était rempli des cris des blessés et des mourants. Malgré leur bravoure, les défenseurs étaient en infériorité numérique écrasante. Les Mongols semblaient inépuisables, leurs rangs se renouvelant sans cesse. Les tours du siège, lentement mais sûrement, s'approchaient des murs, menaçant de déverser des centaines de guerriers mongols directement sur les remparts. À l'intérieur de la ville, la panique commençait à gagner les habitants. Les rochers s'écrasaient sur les maisons, les incendies se déclaraient, et la fumée noire obscurcissait le ciel. Nasrin, au milieu du chaos, aidait à évacuer les blessés vers les hôpitaux improvisés. Elle voyait la détermination sur les visages des soldats, mais aussi la fatigue et le désespoir. Le calife, terré dans son palais, recevait des rapports contradictoires. Le vizir Ibn al-Alqami continuait de plaider pour la reddition,
affirmant que la résistance était vaine. Shams al-Din lui demandait des renforts, des provisions, un signe de soutien de son calife. Mais al-Mustassim restait indécis, priant pour un miracle qui ne venait pas. Les premiers jours du siège furent un test brutal pour Bagdad. Les murs tenaient, mais à quel prix? Chaque assaut mongol érodait un peu plus la force et le moral des défenseurs. La ville, jadis si fière, était désormais une forteresse assiégée, luttant pour sa survie contre un ennemi implacable. Laikès, si vous pensiez que Bagdad était invincible. Au cœur de la tourmente, une ombre plus sombre encore planait sur Bagdad, celle de la trahison. Le vizir Ibn al-Alkami, un homme dont l'ambition dépassait de loin sa loyauté, joua un rôle sinistre dans la chute de la ville. Depuis des mois, il avait secrètement correspondu avec les Mongols, les assurant de la faiblesse du calife et de la division de sa cour. Pendant le siège, son influence néfaste se fit sentir à chaque tournant. Il conseillait au calife de ne pas mobiliser toutes ses forces, de ne pas renforcer les défenses, de ne pas s'opposer frontalement aux Mongols. Il semait la discorde parmi les généraux, affaiblissant la chaîne de commandement. Ces paroles, empreintes d'une fausse sagesse, poussaient al-Mustassim à l'inaction, le convainquant que la reddition était la seule voie raisonnable pour épargner la ville. Un sourire. Alors que les assauts mongols s'effaisaient de plus en plus intenses, Ibn al-Alkami réussit à convaincre le calife d'envoyer une délégation pour négocier une trêve. Il promit que Hulagu Khan serait clément si le calife se présentait en personne. C'était un piège. Mais al-Mustassim, désespéré, tomba dedans. Shams al-Din, le commandant, sentait la trahison dans l'air. Il avait dit des doutes sur le vizir depuis longtemps, mais ne pouvait prouver ses soupçons. Il supplia le calife de ne pas faire confiance aux Mongols, de ne pas quitter la protection des murs. Mais sa voix fut ignorée. La délégation califale, menée par Ibn al-Alkami, sortit des portes de Bagdad. Hulagu Khan les reçut avec une froide courtoisie. Il écouta leurs propositions de paille, puis, sans un mot, ordonna l'exécution de la plupart des dignitaires. Seul le vizir fut épargné, son rôle dans la trahison étant désormais évident. La nouvelle de l'exécution se répandit comme une traînée de poudre dans Bagdad, brisant le moral des défenseurs. La trahison du vizir, confirmée par le massacre de la délégation, fut un coup dévastateur. Elle montre que l'ennemi n'était pas seulement à l'extérieur des murs, mais aussi à l'intérieur, rongeant la ville de l'intérieur. Rejoignez notre communauté en vous abonnant maintenant. Les nuits de Bagdad étaient devenues un cauchemar éveillé. Le grondement des catapultes ne cessait jamais, les flammes des incendies éclairaient le ciel nocturne d'une lueur sinistre, et les cris des blessés résonnaient dans les rues. Le sommeil était un luxe que personne ne pouvait s'offrir. Les Mongols, sous la direction de Temujin, ne laissaient aucun répit. Ils lançaient des attaques nocturnes, des raids éclairs, des tirs de flèches enflammées pour maintenir la pression sur les défenseurs. La fatigue s'accumulait, érodant la résistance physique et mentale des soldats et des civils. Nasrin, épuisée mais déterminée, parcourait les hôpitaux improvisés, offrant du réconfort aux mourants et de l'aide aux soignants. Elle voyait la détresse dans les yeux des mères, la peur dans ceux des enfants. Elle se demandait combien de temps la ville pourrait tenir. Chaque nuit apportait son lot de nouvelles horreurs, de nouvelles pertes. Rachid al-Din, les jeunes savants, travaillaient sans relâche à la maison de la sagesse, tentant de sauver le plus de manuscrits possible. Il savait que chaque rouleau, chaque livre, était un fragment de l'âme de Bagdad, un trésor inestimable qui devait être protégé à tout prix. Il organisait des chaînes humaines pour transporter les ouvrages les plus précieux vers des cachettes secrètes, loin des flammes et des pillards. Le calife, quant à lui, était devenu une figure fantomatique, errant dans son palais, priant et se lamentant. Il avait perdu toute autorité, toute capacité à diriger. Le vizir Ibn al-Alkami, désormais ouvertement du côté des Mongols, avait pris le contrôle de facto des affaires intérieures, préparant le terrain pour la capitulation finale. Les nuits sans sommeil de Bagdad étaient le reflet de son agonie. La ville, autrefois un phare de lumière et de savoir, était en train de s'éteindre lentement, étouffée par la terreur et la trahison. Chaque aube apportait un nouveau jour de désespoir, et chaque crépuscule, la promesse d'une nuit encore plus sombre. Commentez votre réaction à cette tragédie historique. Le cœur de Bagdad, son âme intellectuelle, était la maison de la sagesse, la Beit al-Hikma. C'était une bibliothèque, une académie, un centre de traduction et de recherche qui avait attiré les plus grands esprits du monde. Des millions de manuscrits
couvrant tous les domaines du savoir. Philosophie, médecine, astronomie, mathématiques, poésie. Y étaient conservés, certains datant de l'Antiquité grecque et romaine, d'autres étant des œuvres originales de savants musulmans. C'était le véritable trésor de Bagdad, un héritage pour l'humanité. Lorsque les Mongols percèrent les premières défenses extérieures, leur fureur se déchaîna sur les quartiers périphériques. Les incendies se multipliaient, et la fumée âcre envahissait la ville. Rachid al-Din, le jeune savant, avait anticipé le pire. Avec une poignée d'étudiants et de moines, il avait passé des jours et des nuits à emballer, à cacher, à enterrer les manuscrits les plus rares et les plus précieux dans des cryptes secrètes sous la bibliothèque et dans des tunnels menant au Tigre. Il espérait qu'une partie de ce savoir pourrait survivre. Mais la vague mongole était trop puissante. Les soldats Djetemoujin, indifférents à la valeur intellectuelle des lieux, virent la maison de la sagesse comme un simple bâtiment à piller et à détruire. Les portes furent enfoncées, les étagères renversées. Des manuscrits furent jetés dans le Tigre, dont l'eau devint noire d'encre pendant des jours. D'autres furent brûlés pour le plaisir ou pour chauffer les soldats. Nasrin, qui tentait de rejoindre Rachid al-Din pour l'aider, fut témoin de l'horreur. Elle vit des volumes inestimables, des siècles de pensée humaine, réduits en cendres en quelques instants. Les flammes léchaient les murs de la bibliothèque, dévorant le papier et le parchemin avec une avidité monstrueuse. Le cri de désespoir de Rachid al-Din, impuissant face à la destruction, résonna dans le chaos. La destruction de la maison de la sagesse fut plus qu'une simple perte matérielle. Ce fut un coup porté à l'esprit humain, une amputation de la mémoire collective. Des connaissances irremplaçables furent perdues à jamais, des découvertes scientifiques retardées de siècles. Le Tigre, qui avait nourri la ville, devint le tombeau de son savoir. Aimez si vous admirez le courage des défenseurs de Bagdad. Au plus profond du palais califal, bien au-delà des salles d'audience et des appartements privés, se trouvait une chambre secrète, connue de très peu. C'était la chambre du trésor du calife, mais elle ne contenait pas seulement des pièces d'or et des bijoux. Elle abritait un artefact légendaire transmis de génération en génération par les Abbassides, l'or de Salomon. Ce n'était pas de l'or au sens littéral, mais plutôt un ensemble de tablettes d'une matière inconnue, d'un éclat doré, gravées de symboles anciens et de textes mystérieux. La légende disait que ces tablettes contenaient la sagesse du roi Salomon, des secrets de l'univers, des connaissances sur la nature de la création et du pouvoir. On disait qu'elles pouvaient conférer une sagesse inégalée à celui qui parvenait à les déchiffrer, et même influencer le destin. Le calife Al-Mustassim, malgré son déni et son inaction, était conscient de la valeur de cet héritage. Il avait passé des heures, enfin, à écouter les récits de son père sur la puissance de l'or de Salomon. Il avait toujours cru que cet artefact était une protection divine pour sa lignée, mais il n'avait jamais eu le courage ou la sagesse de tenter de le comprendre. Nasrin, sa fille, avait également entendu parler de l'or de Salomon. Elle avait vu son père contempler les tablettes avec une révérence mêlée de peur. Elle savait que si cet objet tombait entre les mains des Mongols, il serait soit détruit, soit utilisé à des fins maléfiques. Elle considérait cet artefact comme le dernier espoir de préserver une part de l'héritage de Bagdad, un symbole de la sagesse perdue. Alors que les Mongols se rapprochaient du palais, Nasrin prit une décision audacieuse. Elle devait sauver l'or de Salomon. Elle s'y faufila dans les couloirs déserts, évitant les gardes paniqués et les serviteurs en fuite. Elle connaissait le chemin secret vers la chambre, un passage que seul le calife et ses plus proches confidents étaient censés connaître. La chambre était sombre et poussiéreuse, l'air lourd de secrets anciens. Au centre, sur un piédestal de marbre, reposaient les tablettes dorées, émettant une faible lueur. Nasrin sentit une énergie étrange émaner d'elle. C'était plus qu'un simple trésor matériel. C'était un fragment de l'histoire, un lien avec une sagesse oubliée. Elle savait que sa tâche serait ardue, mais elle était déterminée à empêcher l'or de Salomon de tomber dans l'oubli ou entre de mauvaises mains. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Les jours du siège s'étiraient, chacun apportant son lot de destruction et de pertes. Les murs de Bagdad, jadis imprenables, commençaient à céder sous les coups répétés des trébuchets mongols. Des brèches béantes apparaissaient, et les Mongols, avec une détermination féroce, tentaient de s'y engouffrer. Shams al-Din, le commandant, était devenu une figure légendaire sur les remparts. Épuisé, couvert de poussière et de sang, il se battait sans relâche,
ralliant ses hommes, colmatant les brèches avec des sacs de sable et des corps. Ces troupes, réduites à une poignée de guerriers fidèles et de civils volontaires, se battaient avec le courage du désespoir. Ils savaient que la chute de Bagdad signifiait leur propre fin, et ils préféraient mourir les armes à la main plutôt que de se soumettre. Les combats étaient acharnés, corps à corps, dans la fumée et le chaos. Les Mongols, menés par le brutal Temujin, étaient des machines de guerre implacables, ne montrant aucune pitié. Leurs flèches pleuvaient, leurs cimeterres tranchaient, et leurs cris de guerre résonnaient comme des hurlements de démons. À l'intérieur de la ville, la situation était tout aussi désespérée. Les réserves de nourriture et d'eau diminuaient, les maladies se propageaient, et le moral des habitants était au plus bas. Les prières montaient des mosquées, mais elles semblaient se perdre dans le vacarme de la guerre. Nasrin, après avoir mis en sécurité l'or de Salomon, était revenue auprès des blessés, son cœur lourd du spectacle de la souffrance. Elle voyait la fin approcher inéluctable. Elle admirait le courage de Shams al-Din et de ses hommes, ces derniers défenseurs qui se battaient pour un idéal, pour l'honneur d'une ville qui les avait abandonnés. Le calife, quant à lui, avait finalement cédé aux pressions du vizir Ibn al-Alkami et avait envoyé un message à Hulagu Khan proposant de se rendre. Mais il était trop tard. Les Mongols n'avaient plus besoin de négociations. Ils avaient déjà Bagdad à leur merci. Les derniers défenseurs, ignorant la capitulation de leur calife, continuaient de se battre, leur sacrifice étant le dernier acte de bravoure d'une ville mourante. Laissez un commentaire avec votre personnage préféré. Le 12e jour du siège, après des jours et des nuits de bombardements incessants, les murailles de Bagdad cédèrent. Une brèche massive s'ouvrit sur le flanc est, là où les trébuchets mongols avaient concentré leurs tirs. Le rugissement des pierres s'écrasant et le cri des défenseurs furent couverts par le hurlement de triomphe des Mongols. La brèche fut le signal. Des milliers de guerriers mongols, menés par le général Temujin, s'érouèrent à travers l'ouverture, déferlant dans les rues de Bagdad comme une vague dévastatrice. Le chaos s'éclata. Les derniers défenseurs, épuisés et dépassés, tentèrent de former une ligne de défense, mais ils furent rapidement submergés. Les combats se transformèrent en un massacre. Les Mongols, ivres de sang et de victoire, ne firent aucune distinction. Hommes, femmes, enfants, tous furent passés au fil de l'épée. Les maisons furent pillées, les trésors volés, les mosquées profanées. La ville, jadis un havre de paix, devint un enfer sur terre. Shams al-Din, au milieu de la mêlée, se battit jusqu'à son dernier souffle. Il vit ses hommes tomber autour de lui, leurs visages marqués par la terreur et la résignation. Il tomba lui-même, transpercé par plusieurs flèches, son corps s'écroulant sur les pavés ensanglantés de la ville qu'il avait juré de protéger. Sa mort marqua la fin de toute résistance organisée. Nasrin, qui se trouvait dans un quartier voisin, fut témoin de l'horreur. Elle vit les Mongols déferler, leurs visages masqués par la cruauté, leurs yeux brillants d'une fureur insatiable. Elle entendit les cris, les pleurs, les bruits des épées et des haches. Elle comprit que la fin était arrivée, non pas la fin du siège, mais la fin de Bagdad elle-même. La brèche dans les murs n'était pas seulement une ouverture physique, c'était une déchirure dans le tissu même de l'histoire, une blessure béante dans le cœur de la civilisation islamique. Le monde allait changer à jamais. Likez si vous trouvez cette période historique captivante. Avec la brèche ouverte et la résistance organisée anéantie, l'assaut final sur Bagdad commença. Les Mongols ne rencontrèrent plus d'opposition significative. Ils se répandirent dans la ville, quartier par quartier, rue par rue, transformant chaque recoin en un champ de bataille sanglant. Le calife al-Mustassim, ayant finalement capitulé, sortit de son palais avec sa famille et ses derniers dignitaires, espérant que sa soumission épargnerait sa vie et celle de ses proches. Il fut conduit devant Hulagu Khan, qui le reçut avec un mépris glacial. Les grands Khan n'éteignaient pas ses promesses aux vaincus. Pendant ce temps, le pillage et le massacre atteignaient leur paroxysme. Les Mongols, encouragés par leur chef, se livraient à une orgie de destruction. Les trésors accumulés pendant des siècles furent volés, les bâtiments incendiés, les habitants massacrés sans distinction d'âge ou de sexe. Le Tigre, déjà noir d'encre, devint rouge de sang. Nasrin, cachée dans un passage secret avec quelques serviteurs fidèles, entendait les bruits de la destruction se rapprocher. Elle serrait contre elle un petit sac contenant quelques parchemins précieux et un fragment de l'or de Salomon qu'elle avait réussi à emporter. Elle savait que sa vie ne tenait qu'à un fil.
le général Temujin avec ses troupes, atteignit le palais califal. Il n'y trouva que des serviteurs stérifiés et des salles vides. Le calife avait déjà été emmené. La chute du palais, symbole de la puissance abbasside, fut le point culminant de l'assaut. L'assaut final sur Bagdad dura plusieurs jours. La ville fut systématiquement détruite, ses habitants massacrés par centaines de milliers. Les rues étaient jonchées des cadavres, les bâtiments réduits en ruines fumantes. L'âge d'or islamique s'achevait dans un bain de sang et de cendres, sous les yeux impuissants du monde. Inscrivez-vous à notre chaîne pour plus de contenu historique. Le palais du calife, jadis un symbole de magnificence et de pouvoir, était désormais un lieu de désolation. Après la capitulation d'Al-Mustasim, les Mongols y pénétrèrent, non pas pour le piller immédiatement, mais pour y chercher le calife lui-même. Hulagu Khan, assis sur un trône improvisé dans une tente à l'extérieur de la ville, reçut Al-Mustasim avec une cruauté calculée. Il offrit au calife un festin de plats vides, lui demandant pourquoi il n'avait pas utilisé ses trésors pour défendre sa ville. Puis, il lui ordonna de révéler l'emplacement de tous les trésors cachés de Bagdad. Le calife, brisé et humilié, révéla l'existence de la chambre du trésor, mais il ne mentionna pas l'or de Salomon, soit par oubli, soit par une ultime tentative de le protéger. Les Mongols se ruèrent sur les richesses, mais ils ne trouvèrent pas l'artefact légendaire. Le sort d'Al-Mustasim fut scellé. Hulagu Khan, craignant que le sang royal ne souille la terre s'il était versé, ordonna qu'il soit enveloppé dans un tapis et piétiné à mort par des chevaux. C'était une fin ignominieuse pour le dernier calife abbasside, un symbole de la brutalité mongole et de la fin d'une ère. La chute du palais marqua la fin officielle du califat abbasside, une institution qui avait duré plus de 5 siècles. Avec la mort du calife, la lignée directe des successeurs du prophète fut brisée, et le monde musulman fut plongé dans un vide de pouvoir et un deuil profond. Commentez si vous aviez entendu parler de ce siège avant. Au milieu du chaos et de la destruction, Nasrin, la fille du calife, était en fuite. Elle avait réussi à s'échapper du palais juste avant l'arrivée des Mongols, emportant avec elle non seulement le fragment de l'or de Salomon, mais aussi quelques rouleaux de la maison de la sagesse que Rachid al-Din lui avait confiés. Elle savait que ces objets étaient plus précieux que l'or, car ils contenaient la mémoire et la sagesse d'une civilisation. Elle rencontra Ala al-Din Juwayni, l'historien et conseiller persan qui servait Hulagu Khan. Juwayni, bien que travaillant pour les Mongols, était un homme cultivé et respectueux du savoir. Il avait été témoin de la destruction de la maison de la sagesse avec une profonde tristesse. Il reconnut Nasrinet, touché par son courage, et sa détermination à sauver les trésors intellectuels de Bagdad décida de l'aider. Juwayni, conscient de l'importance de préserver l'histoire, lui offrit un passage sûr hors de la ville, sous le couvert de la nuit. Il lui conseilla de se diriger vers les terres persanes, où certains centres de savoir avaient survécu. Il lui promit que, s'il le pouvait, il ferait tout pour documenter la tragédie de Bagdad et préserver la mémoire de ce qui avait été perdu. Nasrin, avec l'aide de Juwayni, réussit à s'échapper de Bagdad, portant avec elle les secrets enfouis de son peuple. Les fragments de l'or de Salomon, bien que petits, représentaient un espoir, une promesse que la sagesse ne serait pas entièrement éteinte. Les rouleaux de la maison de la sagesse étaient des graines de savoir, prêtes à être replantées dans un sol plus fertile. Aimez cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau. La fuite de Nasrin de Bagdad fut une épreuve terrifiante. Sous la protection discrète d'Ala al-Din Juwayni, elle se glissa hors des murs dévastés, le cœur lourd du spectacle de sa ville en ruines. Les rues étaient jonchées de cadavres, les bâtiments fumaient encore, et l'air était imprégné de l'odeur de la mort. Accompagnée de quelques serviteurs loyaux, elle voyagea de nuit, évitant les patrouilles mongoles et les bandes de pillards. Son chemin la mena à travers des paysages désolés, des villages incendiés et des champs ravagés. Chaque pas était une lutte, chaque jour une épreuve de survie. Elle portait avec elle le petit sac contenant le fragment de l'or de Salomon et les manuscrits. Ces objets étaient son fardeau et sa raison de vivre. Elle se sentait investie d'une mission sacrée. Préserver ce qui restait de la grandeur du Bagdad, de son savoir et de sa sagesse. Son voyage la conduisit vers l'Est, vers la Perse, où Juwayni lui avait dit qu'elle pourrait trouver refuge et des esprits éclairés. Elle rencontra d'autres réfugiés, des savants, des artistes, des marchands, tous fuyant la terreur mongole. Ils partageaient leurs histoires de pertes et de survie, renforçant sa détermination. Nasrin, la princesse califale, était devenue une fugitive, mais elle n'avait pas perdu sa dignité.
Au contraire, l'épreuve l'avait endurcie, transformant la jeune femme protégée en une figure résolue, porteuse d'un héritage inestimable. Elle savait que son destin était désormais lié à celui des trésors qu'elle protégeait. Après des semaines de voyage périlleux, Nasrin et ses compagnons atteignirent les confins de la Perse, où ils trouvèrent refuge dans un petit monastère soufi isolé. Là, elle put enfin révéler le trésor qu'elle avait sauvé, le fragment de l'or de Salomon et les manuscrits de la maison de la sagesse. L'or de Salomon n'était pas un simple objet matériel. C'était une clé, un guide vers une sagesse ancienne. Les moines soufis, des érudits eux-mêmes, furent fascinés par les tablettes dorées et les textes mystérieux. Ils comprirent que cet artefact n'était pas destiné à la richesse ou au pouvoir, mais à l'illumination. Avec l'aide des moines, Nasrin commença à étudier les manuscrits et à tenter de déchiffrer les symboles de l'or de Salomon. Elle découvrit que les tablettes contenaient des principes de philosophie, d'astronomie et de morale, des enseignements sur l'équilibre de l'univers et la nature de l'âme. C'était une sagesse intemporelle, capable de transcender les cultures et les époques. Les manuscrits de la maison de la sagesse, bien que peu nombreux par rapport à ce qui avait été perdu, étaient des semences de savoir. Ils contenaient des traités de médecine, des poèmes, des textes philosophiques qui allaient servir de base à une nouvelle renaissance intellectuelle. Nasrin comprit que son rôle n'était pas de restaurer le califat, mais de préserver et de transmettre ce trésor de sagesse. Elle devint la gardienne de cet héritage, une figure discrète mais essentielle dans la préservation de la culture islamique après la catastrophe de Bagdad. Les trésors cachés n'étaient pas de l'or, mais la lumière de la connaissance, prête à éclairer un monde plongé dans les ténèbres. Bagdad, la cité de la paix, était devenue la cité des cendres. Après les massacres et le pillage, les Mongols quittèrent la ville, laissant derrière eux un paysage de désolation. Des centaines de milliers de personnes avaient péri et les rues étaient jonchées de cadavres. Les bâtiments étaient en ruine, les bibliothèques brûlées, les mosquées profanées. Hulagu Khan, après avoir accompli sa mission de destruction, établit son quartier général à Maraga, en Perse. Il avait mis fin au califat abbasside, mais il n'avait pas détruit l'islam. Au contraire, la brutalité de son acte allait paradoxalement renforcer la foi de nombreux musulmans et provoquer une résilience inattendue. Ala al-Din Juwayni, l'historien, commence à documenter les événements du siège. Son œuvre, Tariq-i Jahangushai, l'histoire du conquérant du monde, devient un témoignage poignant de la chute de Bagdad, un récit détaillé de la terreur mongole et de la fin d'une époque. Il décrivit la destruction de la maison de la sagesse avec une profonde tristesse, reconnaissant la perte irréparable pour l'humanité. Les cendres de Bagdad étaient le symbole d'une gloire passée, mais aussi le terreau d'un renouveau. Des savants, des artistes, des poètes qui avaient survécu à la catastrophe se dispersèrent dans le monde musulman, emportant avec eux des fragments de savoir et des souvenirs de la grandeur perdue. Ils allaient dans les décennies et les siècles à venir, contribuer à la renaissance de la culture islamique dans d'autres centres, comme le Caire, Damas et Cordoue. Chapitre des Anov, les poètes de l'histoire. La chute de Bagdad en 1258 fut un choc sismique pour le monde musulman et au-delà. Elle marqua la fin d'une ère, celle de la domination politique et intellectuelle du califat abbasside. Le poids de l'histoire pesait lourdement sur les générations suivantes, qui devaient faire face à un monde transformé. Les vides du pouvoir laissés par la destruction du califat furent progressivement comblés par de nouvelles dynasties, comme les Mamelouks en Égypte et les Ilkhans descendants de Hulagu en Perse, qui finirent par se convertir à l'islam. Mais l'unité politique et spirituelle de l'islam était brisée pour toujours. Les conséquences intellectuelles furent immenses. La perte de la maison de la sagesse et de 16 millions de manuscrits fut une catastrophe pour le savoir. Des siècles de recherche, de traduction et de découverte furent anéantis en quelques jours. Il fallut des décennies, voire des siècles, pour que le monde musulman se remette de cette perte et reconstruise de nouveaux centres de savoir. Ala al-Din Juwayni, dans ses écrits, tenta de donner un sens à cette tragédie. Il décrivit la chute de Bagdad non seulement comme une défaite militaire, mais comme une punition divine pour les péchés et les divisions du monde musulman. Son œuvre devint une source essentielle pour comprendre cette période sombre. Le siège de Bagdad fut un rappel brutal de la fragilité des empires et de la vulnérabilité de la civilisation face à la barbarie. Mais il fut aussi un catalyseur. Il força le monde musulman à se réinventer, à chercher de nouvelles voies, à préserver son héritage et à reconstruire sur les cendres de sa gloire passée.
Des décennies passèrent depuis la chute de Bagdad. La ville fut lentement reconstruite, mais elle ne retrouva jamais sa splendeur d'antan. Le Tigre continua de couler, mais ses eaux ne charriaient plus les pages des manuscrits. Nasrin, devenue une femme âgée et respectée, avait passé sa vie à étudier et à enseigner la sagesse de l'or de Salomon et des manuscrits qu'elle avait sauvés. Elle avait fondé une petite école dans un village reculé de Perse, où elle transmettait ses connaissances à une nouvelle génération de savants et de mystiques. L'or de Salomon, loin d'être un objet de pouvoir, était devenu un symbole de la résilience de la sagesse humaine. Les graines du savoir qu'elle avait plantés, ainsi que celles d'autres survivants, commencèrent à germer. De nouvelles bibliothèques furent fondées. De nouvelles écoles ouvrirent leurs portes. Le savoir perdu ne fut jamais entièrement retrouvé, mais l'esprit de la maison de la sagesse survécut, se manifestant dans de nouvelles formes et de nouveaux lieux. L'héritage du Bagdad, bien que marqué par la perte et la destruction, ne fut pas entièrement anéanti. Il fut dispersé, transformé, mais jamais éteint. La tragédie de 1258 servit de leçon, un rappel constant de la valeur inestimable du savoir et de la nécessité de le protéger. L'histoire du Bagdad de son âge d'or à sa chute brutale est un témoignage du cycle éternel de la création et de la destruction, de la gloire et de la tragédie. Mais c'est aussi une histoire d'espoir, de la capacité de l'esprit humain à survivre, à s'adapter et à reconstruire, même après les plus grandes catastrophes. L'or de Salomon, caché et retrouvé, symbolisait cette résilience. La sagesse, même enfouie sous les cendres, finit toujours par refaire surface, éclairant le chemin pour les générations futures.